Oh maman, Africa, mon Afrique. Hey, yeah, maman, oh, Africa. Yeah. Oh, je la chante. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Yeah. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Depuis l'Antiquité, l'Afrique fait l'objet des pires abominations. Traite des Noirs, esclavage, colonisation et maintenant néocolonisation. Aïe aïe aïe. Après sa famille d'indépendance qu'elle avait malheureusement confondue à la liberté. L'Afrique a toujours vécu dans une misère sans nom. Maman oh, oh. Même ceux qui l'ont maturisé par pitié on finit par se mobiliser pour venir en aide sur tous les fronts. Oh, maman oh, oh, Africa autonomie. Toutes les grandes pandémies de l'histoire, choléra, VIH, SIDA, Ebola, se sont donné rendez-vous en Afrique. Oh, ça fait trop pitié. Rien n'arrête plus l'Afrique dans sa descente en enfer. Pourtant truffé d'immenses trésors. Aïe aïe aïe. Insécurité, conflits sociaux, guerre, terrorisme. Personne n'est plus à l'abri de tout ça en Afrique. Soucieux et désespérés au milieu de ces chaos, vous demandez pourquoi. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, qui va sans doute vous aider à comprendre un peu ce qui se passe avec nous, nos problèmes et le type de peuple que nous sommes. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Et nous sommes dans quelle catégorie de peuple? Ça, c'est très important parce qu'il faut connaître ça pour que ça ne serait pas une longue histoire, ce serait juste une petite histoire pour que nous ayons une petite idée de du type de peuple que nous sommes. Et ça, c'est très important parce que vous allez comprendre à la fin de cette vidéo la chose qui nous a été arrachée, cette chose qui nous a été arrachée cruellement de la façon la plus brute ou brutale possible, qui fait que nous sommes aujourd'hui rendus à ce stade où nous sommes. Parce que nous sommes un peuple où on se pose même des questions des fois. Est-ce que nous devons avoir notre propre monnaie? Est-ce que nous devons être libres? Est-ce que nous devons... C'est quand vous avez un peuple qui est rendu à ce stade, c'est qu'il a un problème, c'est qu'on lui a arraché quelque chose. Cette chose qu'on a arrachée au peuple africain, qui fait qu'il se pose même la question de sa propre liberté. Il se pose même la question de... on lui pose des questions sur des choses simples. Là, il tergiverse là-dessus. Ça veut dire qu'il y a un problème. Des questions simples, anodines. Alors, ça veut dire qu'on lui a arraché quelque chose. Cette chose-là, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et les prochaines vidéos vont être consacrées à la façon de créer, de bâtir cette chose. C'est-à-dire que la chose qui nous a été enlevée, qui fait que nous sommes comme ça, et qui fait que les gens nous matent à travers la planète, on nous mate et on est là à voir les choses, on est béat, on regarde les choses, on est derrière des futurités. Ce qui fait ça, ce qui fait qu'on est comme ça, vous allez voir cette chose-là aujourd'hui. Et les prochaines vidéos vont être sur
la façon de créer, de bâtir cette chose, parce que c'est celle qu'il nous faut. Si on ne l'a pas, c'est oublier tout. Oubliez tout. Et ça, c'est... si on ne l'a pas, je vous prie de prendre des colorants, vous colorez en blanc pour que vous puissiez survivre dans vos univers, parce que ça, il n'y aura rien qui va vous sauver. Alors c'est ça. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Cette histoire, là, je veux parler aujourd'hui du complexe d'infériorité viscérale du noir d'aujourd'hui. C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, je vais essayer d'abord de faire un peu une petite rétrospective sur les types de générations qui se sont succédées avec le temps. Ce n'est pas une histoire très forte, c'est vraiment juste un petit résumé, un petit briefing, une petite synthèse. En fait, il y a eu plusieurs générations qui se sont succédées. Moi, j'ai pris la première génération, la plus importante, c'est la génération pharaonique. Cette génération pharaonique qui a créé l'empire pharaonique, qui a duré pendant 31 siècles, 20 ans. C'est le plus grand record, c'est l'un des plus grands, sinon le plus grand record de durée d'un empire de manière dans l'histoire. 31 siècles, un siècle c'est 100 ans. Donc, nous avons eu 31 siècles. Nos ancêtres de l'Égypte antique, des Noirs, ont fait 31 siècles, 20 ans. Vous avez vu les États-Unis? Les États-Unis sont montés au trône. Les États-Unis n'ont même pas fait 100 ans. Ils sont déjà en train d'être ébranlés. Les États-Unis sont en train d'être ébranlés par la Chine. Donc c'est juste ça ne fait même pas 100 ans. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont même pas fait un siècle. Mais l'empire de l'Égypte antique, l'empire pharaonique, a duré 31 siècles, 20 ans de plus. Voilà, ça veut dire que c'est un grand record. Pourquoi? C'était à cause de l'organisation sociale, je l'ai dit dans d'autres vidéos. L'organisation sociale était unique au monde. C'est pourquoi vous avez des pyramides qui sont à couper le souffle. Des pyramides qui sont uniques au monde, dont les constructions, les modèles, les outils, les stratégies, les techniques de construction sont encore inédites parce qu'on ne connaît pas, personne ne les connaît. On ne connaît même pas quelle forme, les outils, les calculs des coefficients de sécurité, comment ces gens à l'époque là pouvaient faire tous ces calculs. C'était une génération qui n'avait pas tous les outils, mais qui a réussi à bâtir cet empire inhumain, hors du commun, qui surprend encore l'humanité. Donc c'est une chose qui est incroyable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'époque, ces peuples-là qui est de cette génération, c'était des gens qui avaient quelque chose qui est particulier. Et c'est cette chose que je vais vous montrer ça aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils ont fait tout ça. Et donc après cette génération, il y a eu une autre génération parce que là finalement les gens sont entrés, ils ont tenté d'entrer, ils ont fait beaucoup de tentatives et ils ont défait l'empire pharaonique. L'empire pharaonique étant été défait, il y a le peuple africain noir est entré en résistance. Ça c'est ce que j'appelle la génération résistante. C'est elle qui s'est bâtie pendant de longues périodes. C'est entre moins 3150 à moins 30 avant Jésus-Christ. Donc, comptez maintenant moins 30 jusqu'à 0, 1, 2, 3, 1000, 2000, on est à ça. Donc, c'est cette période dans laquelle on est entré dans la galère. Mais la résistance s'est passée, nous on ne connaît pas les galères, mais la résistance, pendant la période de résistance, c'est là où les gens ont résisté toute cette époque jusqu'à venir aux périodes de libération. Et après, il y a eu cette génération qui a, donc cette résistance, ce sont les résistants, la génération résistante qui a donné la liberté. Et après, quand elle a donné la liberté, parce que cette génération qui s'est battue, c'est elle qui est morte, on a tué, et elle a réussi à décrocher notre indépendance. Donc, cette indépendance,
Il y a eu une génération que j'ai appelée l'indépendance tcha-tcha-tcha. Ce sont les gens qui sont aujourd'hui, qui ont les gens de 75 ans et plus. Ils sont venus, ils sont restés. Il y a eu des gens. Donc, il y a les présidents indépendantistes qui font partie de cette classe. Et il y a des gens qui sont de la génération, de cette génération. Donc, c'est la génération tcha-tcha-tcha. Et après, il y a une petite génération, une autre génération qui est entrée derrière, c'est la génération président à vie. C'est la génération président à vie qui est rentrée. Donc, même dans la génération tcha-tcha-tcha, tous, il y a eu des gens qui étaient dans la classe de génération à vie. Mais la différence, la président à vie. Mais la différence, c'est que la génération des présidents indépendantistes, c'était des gens qui avaient quelque chose de particulier. Ils avaient un peu la moitié de ce que la génération pharaonique avait. Mais il leur a manqué un peu de cap. Et donc, ils n'ont pas été réussi à faire ça. Donc, il y a une génération qui est venue après la génération président, qui est la génération président à vie, ils sont encore là-bas. Et il y a une autre génération qui est là, ce sont les gens de 50 à 75 ans, qui sont à moins de 75 ans. Donc ces gens-là, moins de 75, donc de 50 à moins de 100, ces gens, c'est ce qu'on appelle la génération qui est fou. Eux, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. C'est-à-dire, ils se disent, ils n'ont pas besoin d'attendre de se tordre la tête, de se tordre le cerveau. Donc tout ce qu'ils gagnent, ils prennent. Ils ramassent, ils mettent en poche, ils bouffent. C'est la génération qui est fou. Qui est fou s'en fiche. Et après, il y a la génération de 25 à 50 ans qui est la génération CV, c'est la génération curriculum vitae. C'est une génération qui se promène avec les CV pour aller déposer. Là, elle ne crée pas l'emploi, elle se bat pour aller déposer les CV pour avoir l'emploi. Parce que on leur a donné une formation qui consiste à former juste des employés. Alors que nulle part on a créé cet emploi. Donc c'est une génération qu'on a trompée. Donc elle aussi, elle est là, elle est derrière, c'est la génération CV. C'est cette génération CV. Donc, c'est la génération qui est en train de se battre. Maintenant, vous avez une génération que j'ai appelée la dernière, c'est les gens de moins de 25 ans qu'on a appelé la génération, que j'ai appelée la génération biberon. C'est la génération qui attend que l'on lui trouve de l'emploi, la génération qui est là, donc qui attend qu'on lui trouve de l'emploi. Ce n'est pas une classification forcément historique, mais c'est une question c'est fait en fonction de la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous avons un engagement. Nous sommes un peuple. Chaque peuple a un défi dans le temps. Et donc, le peuple doit se positionner en fonction de ces défis. Alors, nous allons voir tout cet aspect. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans tous les cas, que ce soit les gens de CV, que ce soit les gens de moins de 25 ans, que ce soit les gens qui sont fous, que ce soit les générations présidents en vie, cette génération, c'est dans les 100 dernières années, 100, 100, 120, 150, 120 dernières, en tout cas les 100 et quelques dernières années. Donc ils font partie de ce que j'ai appelé le groupe de génération des gens que j'ai appelé, c'est une génération qui est particulière. C'est cette génération qui a un problème. C'est cette génération qui a un problème. C'est cette génération qui a un complexe d'infériorité unique. Je vais faire un petit rappel de ce que j'ai appelé le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, j'ai défini le complexe d'infériorité mathématiquement, un peu comme pour en juste une petite idée. C'est que la perception que quelqu'un a de lui-même, divisée par la perception que la personne a des autres, ces rapports-là vont déterminer un complexe d'infériorité, un complexe de supériorité ou non complexe. Alors, si le rapport est supérieur à 1, c'est un complexe de supériorité. Si le rapport est inférieur à 1, c'est un complexe d'infériorité. Si le rapport est égal à 1, il n'y a pas de complexe. Donc, je l'ai dit dans l'autre vidéo. En fait, les Blancs ont toujours considéré qu'ils sont les plus impérieux, ils sont plus importants. Les Blancs, dans leur tête, ils ont imposé une suprématie aux Noirs. C'est depuis l'esclavage, depuis la période de traite des Noirs. Donc ils ont maté les peuples noirs et ils ont réussi à introduire dans leur cerveau, le cerveau de tous les noirs, c'est inséré dedans qu'ils sont inférieurs. Et que le blanc est supérieur à eux. La bataille des noirs, ce n'est même pas pour dépasser les blancs. Ce n'est même pas pour être égaux aux blancs. La bataille des noirs, c'est être derrière le blanc.
Donc, tous les blancs, donc ils ont fait de sorte que les blancs sont nos maîtres. Donc, l'homme, mais il faut reconnaître pourquoi on a cédé comme ça. Pourquoi on a cédé comme ça? C'est que l'homme, dans la nature, dans la réalité, l'homme est un animal qui est un poltron. L'homme a trop peur. L'homme est un animal. L'homme comparé à la femme, l'homme a beaucoup peur. Quand on voit la femme, on pense qu'elle est faible, mais la femme c'est pas une personne qui a peur. Les femmes, quand elles se révoltent, elles vont foncer même là où il y a les armes. L'homme ne veut pas mourir. L'homme a peur. L'homme, c'est un peureux, c'est un poltron. L'homme le fait parce que des fois, il se positionne pour montrer qu'il n'a pas peur. Mais en réalité, ce n'est pas sa nature, c'est un peureux. Il ne veut pas mourir parce qu'il veut rester pour diriger. L'homme ne veut pas mourir. La femme est prête à... La femme qui accouche des enfants ou qui accouche d'enfants, c'est une femme qui ne donne pas valeur à sa vie par rapport à ses enfants. Elle dit, je peux monnayer ma vie. Je peux monnayer ma vie à celle de mon enfant. C'est-à-dire que je peux accepter mourir pour mon enfant. L'homme ne peut pas mourir pour quelqu'un. L'homme n'est pas prêt à mourir pour quelqu'un. Non. Mais la femme, oui. Donc c'est une femme de courage. Il faut noter, retenez très bien. Donc la femme, c'est une femme c'est une femme d'engagement. Quand elle décide, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Les gens pensent que l'homme est fort. Non. L'homme, il a peur. L'homme a peur parce que quelqu'un, il ne veut pas prendre des risques pour qu'il meure, parce qu'il veut rester pour commander les autres. Donc s'il il meurt, donc il ne va pas commander, donc finalement c'est lui qui perd. Il aime plus le pouvoir que mourir. La femme, c'est pas le pouvoir. La femme, c'est ça, ce sont ces gens, son enfant. Ce sont les gens, les personnes. Ce n'est pas son problème. On a vu des histoires incroyables. Et si vous voulez, je vous montrerai assez d'histoires qui montrent jusqu'à quel point la femme n'a pas peur. La femme n'a pas peur. L'homme est un poltron. Vous devez retenir ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, étant donné que l'homme est un poltron, l'homme a été marqué dans la colonisation. C'est lui qui a retenu trop la colonisation. C'est lui qui a encaissé la question, l'impact de la colonisation. C'est pourquoi l'homme n'a pas pu se défaire de l'esprit de supériorité du blanc. Il a gardé cet esprit. Donc, depuis lors, l'homme a intégré dans son cerveau que le blanc est plus supérieur à lui. Donc, il a peur. L'homme noir, surtout, il fait maintenant tout. Tout ce que l'homme noir fait, il le fait. Il fait pour ne pas essuyer les coups du blanc, de ses maîtres. Parce qu'il y en a beaucoup de maîtres. Il y a les maîtres anglais, il y a les maîtres français. Donc, parce que le noir a peur. L'homme noir a peur. C'est un peureux de tout le monde. Vous avez vu des gens qui ont 85 ans. Ils ne veulent pas se battre pour... Ils devaient se présenter, ils devaient par exemple crier sur la France, ils devaient s'opposer à certaines façons de faire de la France. Mais non, ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas mourir. Vous avez des vieux comme ça qui sont réunis. Ils ne veulent pas mourir parce qu'ils veulent rester longtemps. L'homme est un peureux, un poltron. Vous devez le retenir. Ce sont des poltrons. L'homme est le plus peureux de toute l'espèce humaine. C'est ce que vous avez. C'est incomparable. Vous avez vu, il y a des vieux qui préfèrent rester longtemps en vie. Ils ne veulent pas se battre parce que maintenant ça prend quoi? Ce sont des gens qui pouvaient décider pour dire, oh, je vais me sacrifier pour la cause africaine. Donc je vais m'engager pour faire des choses. Même si la France me tue, ce n'est pas un problème. Même si j'en meurs, ce n'est pas un problème. Alors l'essentiel que je réussisse. Non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils préfèrent mettre les enfants devant pour qu'on les tue, pour qu'eux ils restent derrière. C'est ça, vous avez des vieux comme ça. Ils sont tous ici, surtout dans les pays francophones. Ils sont assis, ils ne veulent pas mourir. Ce sont des peureux. Et ce ne sont pas des gens sur que vous pouvez compter pour la sécurité d'une nation. On les envoie, l'homme est un protecteur, on envoie pour sécuriser avec les armes. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a une logique de sécurité, de patriotisme. La personne patriotique dans une nation, c'est la femme. Parce que c'est elle qui a trop à perdre dans un village, c'est lui qui a trop à perdre dans un village, c'est lui qui va en prendre soin. Celui qui a trop à perdre dans un village, c'est lui qui va en prendre soin. C'est lui qui va se battre. Dans un village, qui a trop à perdre? C'est la femme. C'est elle qui a accouché de tous les gens qui sont dans le village. Donc c'est elle qui a souffert. C'est elle qui a sorti les gens de ses entrailles. La femme n'est pas comparable à qui que ce soit.
Et donc, mais on ne sait pas. Les gens, instinctivement, on ne sait pas. Il faut analyser. Les Africains doivent s'asseoir, analyser. Les Africains doivent s'asseoir pour analyser. Je parle beaucoup plus à la jeunesse. Je parle, la femme, je sais que la femme, elle connaît. Mais la femme le fait, elle ne sait pas. Elle-même ne sait pas. La femme ne sait pas le bijou qu'elle est. Il y a des femmes qui ne savent même pas, mais ce n'est pas leur faute parce que ce sont les hommes qui les ont rendus. Je vais vous expliquer comment l'homme a amené la femme là où elle est aujourd'hui. Et donc, comme l'homme est un animal qui a peur, un animal, un poltron, donc qui veut profiter, c'est un profiteur, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à éduquer ses enfants pour que les enfants soient éduqués à la logique d'infériorité. Donc il s'est dit, puisque lui a peur des blancs, alors il a commencé à éduquer tous ses enfants pour qu'ils ne créent pas des problèmes. Parce que s'il crée des problèmes, les blancs vont descendre, on va le tuer. Et puisqu'il ne veut pas mourir, alors il dit aux enfants, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est comme ça que les enfants sont éduqués. L'enfant noir est éduqué à ne pas se rétracter. L'enfant noir est éduqué à ne pas s'opposer. L'enfant noir est éduqué à ne pas se soulever contre qui que ce soit. Encore moins contre les blancs. Jamais. Jamais. C'est-à-dire qu'ils ont pris un outil fascinant, la religion, la Bible, le Coran. Ils ont utilisé ça. Donc, l'homme est allé prendre ça pour mater, parce qu'il sait que quand il a ça, il prend contrôle sur les gens. Il y a un aspect, il y a l'aspect prendre contrôle, il y a l'aspect, il a peur que quelqu'un vienne le mater, son chef vienne le mater. Donc pour ça, il ne veut pas de problème, il veut que les gens restent calmes. Donc la religion permet de le faire, très bien pour lui. Vous allez comprendre, les jeunes ne comprennent même pas. C'est un outil utilisé contre vous. La religion, Dieu est pour tout le monde. La spiritualité, notre Dieu, le Dieu de la spiritualité, c'est un Dieu universel. C'est un Dieu, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un prophète qui est Dieu. Et ce Dieu-là est plus fort que tous les dieux. Ce n'est pas un Dieu blanc, il n'est pas blanc. Ce n'est pas un Dieu blanc, ça n'existe pas. Dans le cerveau des Noirs, leur Dieu doit être différent, il doit être un Dieu noir. C'est comme ça que ça se passe. Donc, alors finalement, l'homme noir, par le fait qu'il soit poltron, par le fait que ce soit quelqu'un qu'on ne peut pas compter sur lui, c'est par le fait que ce soit quelqu'un qui est indigne, c'est pas quelqu'un qui est patriote. L'homme noir n'est pas patriote. L'homme humain n'est pas patriote. Il le fait pour un intérêt. Il n'est pas patriote comme la femme. La femme, c'est autre chose. Et donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a commencé à utiliser des instruments qui ont abruti les Noirs. L'éducation en famille. Il fait tout pour que l'enfant ne soit. Il dit à ses enfants, fais comme pour devenir comme le blanc. Il dit comme, devenir comme. Il ne dit pas devenir plus. Il dit devenir comme. L'éducation en famille dans tous les pays africains, c'est faire comme. Faire comme. C'est faire comme tel. C'est-à-dire que le patron. Parce qu'il ne veut pas que le patron, qu'on puisse créer un problème au blanc, que le blanc sache que on est en train de faire quelque chose pour le dépasser. Non, parce que ça risque de créer des problèmes. Son patron viendrait le taper. Le noir que vous voyez en Afrique, l'homme noir, c'est un grand peureux. C'est le plus grand danger même de l'Afrique, parce que tellement qu'il est peureux, il est incapable de se positionner et de prendre des décisions sages, patriotiques. C'est impossible. On ne va pas trouver ces gens de décision en Afrique. Et donc, comme ça, alors il fait tout au gré de son maître. Surtout, qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand c'est pour penser grand, l'homme noir ne pense jamais devenir grand plus que les blancs. Jamais. L'homme noir n'a jamais mis dans son cerveau qu'il veut devenir grand plus que les blancs. Jamais. Il ne met pas ça dans son cerveau. Parce que c'est dangereux ça. Il ne peut pas penser ça. C'est très dangereux. Donc il éduque son enfant de devenir comme les blancs. Pas plus, mais comme. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on a arraché à l'homme noir pour qu'il soit comme ça. Ce qui lui a été arraché. C'est pourquoi vous ne devez pas compter sur un homme. Pour la prospérité de l'Afrique, ne comptez pas sur l'homme. Même pour la sécurité. Il faut créer tous les systèmes pour mettre les hommes comme des piquets pour qu'ils puissent se sécuriser. Pour l'argent, parce que c'est l'argent qu'ils cherchent. C'est le profit. Mais ils ne sont pas là pour sauvegarder l'intérêt de l'Afrique. L'Afrique sera ruinée, vendue devant vous tous. Vous allez voir. Les noirs, l'homme noir, vous allez voir. Gardez cette vidéo. Gardez cette vidéo.
Parce que ce qui compte chez l'homme, c'est son intérêt mesquin, lui seul, qu'il gagne, lui seul. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il éduque maintenant son enfant à ce que son enfant soit un enfant qui devient comme, pas plus. Je vais vous expliquer une petite chose. Je fais une petite enquête qui est incroyable. Parce qu'il fallait que je contrôle, que je vérifie ça. J'ai fait un petit questionnaire. C'était d'abord, il y avait un soulèvement qui avait lieu à Ottawa. Quand le soulèvement avait lieu à Ottawa, il y avait beaucoup de gens. C'était pas un soulèvement, c'était un pays. Il y avait un problème à chose, comment j'appelle. C'était, je me rappelle, ça devait être en Côte d'Ivoire. Ça devait être en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Et j'ai essayé de faire une petite enquête. J'ai fait un petit questionnaire. Ce n'était pas la Côte d'Ivoire, je pense que c'était un pays et j'avais fait un petit questionnaire comme ça. J'ai juste fait j'ai juste donné, c'est des petits bouts de papier que je donne aux gens. J'ai dit juste, tu me dis, tu choisis juste ce que tu penses. Et j'ai mis, c'est un petit questionnaire. Il y a des gens qui m'ont répondu juste comme ça. Et il y a d'autres qui ne m'ont pas répondu, ils m'ont dit qu'ils allaient me répondre, ils ne m'ont pas répondu. Et comme ça, comme j'ai vu que je ne trouvais pas assez de bonnes réponses, donc j'ai fait un questionnaire que j'ai envoyé, c'était un questionnaire par internet, et les gens ont répondu. Le questionnaire c'était quoi? Je voulais savoir comment l'homme noir pense de lui-même. Est-ce que ce sont des gens, l'homme, pas juste l'homme, il y avait des femmes là-dedans, mais il n'y a pas dans le test, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Alors j'ai compris que, et je voulais savoir comment l'homme noir pense, comment les noirs pensent. Alors ils ont fait dans le test, ils ont essayé de répondre aux questions. Ça veut dire que dans les questions, c'était de savoir, alors, devenir comme les blancs, devenir plus que les blancs, devenir moins que les blancs. Voilà les trois questions. J'ai dit aux gens de choisir qu'est-ce qu'ils veulent pour nous les Africains. C'était pour voir la grandeur, l'idée de grandeur qu'ils ont dans leur cerveau. Qu'est-ce qu'ils pensent, l'ambition qu'ils ont pour l'Afrique. J'ai été surpris. 83% ont tous dit qu'ils veulent qu'on soit comme les Blancs. 83% ont dit qu'ils veulent qu'on soit comme les Blancs. Ils ont choisi comme les Blancs. Et c'est une enquête que j'ai faite, c'était autour de 700 et quelques personnes. C'est 700 et quelques personnes qui ont répondu. Sur les 700 et quelques personnes, il y a 83% qui ont dit qu'ils veulent qu'on soit comme les Blancs. Les Blancs. 11% ont dit qu'ils veulent qu'on soit plus que les Blancs. Il n'y a que 11% qu'on soit plus que les Blancs. 11. Et 6%, les 6% ont dit qu'on soit moins que les Blancs. Parce que là, je dis les raisons, justifications. C'est-à-dire quand il dit plus que je mets, moins que je mets, comme je mets. Donc, les justifications. Donc, les gens devaient mettre la justification de pourquoi la raison. La raison, c'est quoi? Donc, moi, ce que j'ai retenu qui est plus important, c'est les gens qui ont dit moins que là. Moins que, ils ont la réponse qui est plus populaire là-dedans, qui est beaucoup plus majoritaire, c'est ils disent que si on confie l'humanité ou qu'on devient plus fort, on risque d'éclabousser parce que nous sommes un peuple qui n'aime pas de l'ordre. Donc, qui n'aime pas les autres. Alors les gens là, ils ont dit ça. Donc si nous on avait le contrôle de l'humanité, on allait éclabousser en quelques minutes. C'est une façon de parler comme ça. Donc ils ont signalé, c'est les petites notes qu'ils ont mentionnées. Et j'ai vu ça. J'ai vu toutes les notes que les gens disaient qui étaient par rapport à moins que ça allait dans ce sens. Ça c'est très important. C'est un questionnaire qui m'a marqué. Ça m'a marqué parce que moi j'aime interpréter la façon dont les gens se comportent pour que je sois certain de ce que je dis. Et donc j'ai compris que lorsque vous avez un peuple qui pense qu'il veut être comme les autres, un peuple qui dit qu'il veut être comme les autres, c'est d'abord c'est symptomatique. Il ne veut pas être plus. Tous les peuples veulent être plus que les autres, les grands peuples. Mais quand vous avez un peuple qui dit qu'il veut être 83% veulent seulement que nous soyons comme les autres là, ça veut dire que quoi? Nous sommes derrière eux. Ça veut dire qu'on n'est rien, on n'est rien. Il n'y a que 11% qui veulent qu'on soit plus qu'eux. Et ce n'est pas des enquêtes où les gens là, il y a des blancs assis pour dire il faut remplir le formulaire parce que c'est forcé. Non, c'est des gens qui font ça librement à la maison. C'est un grand symptôme. Et donc, alors, donc l'homme, par son esprit d'infériorité, parce que il s'est vu
comme très inférieur. L'homme est marqué, l'homme, puisqu'il est peureux, il a dans son cerveau, il fait tout pour ressembler maintenant au blanc. Il fait tout pour être comme un blanc. Et vous savez ce qu'il fait? Alors, comme il veut être comme son patron a une femme blanche. Son patron a une femme qui a les cheveux qui sont des cheveux blancs. Donc, et tout, la peau. Alors, il impose à la femme d'être une femme blanche. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il cherche, il va prendre les femmes qui sont blanches, les femmes qui ne sont pas blanches, mais les femmes qui sont claires, par rapport aux femmes qui sont noires. C'est comme ça que l'homme a créé, il oblige la femme africaine noire à se dépigmenter, puisqu'elle ne peut pas devenir blanche comme ça. Donc, la femme même, c'est-à-dire qu'il oblige la femme noire à devenir blanche. Donc, qu'est-ce que la femme noire peut faire? La seule chose qu'elle peut faire, c'est d'aller se dépigmenter. Parce que c'est une loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si l'homme n'accepte pas, ce n'est pas les blancs qui sont en train de prendre les femmes africaines, ce sont les noirs. Maintenant que les noirs, dans leur cerveau, il a été créé dedans qu'ils doivent chercher une femme qui est claire, qui va vers la femme blanche, parce que si on n'a pas la blanche, mieux vaut prendre la claire. Et les marabouts même insistent sur ça. Ah non, si cette femme blanche là, c'est elle, la femme claire là, c'est elle qui est ton bonheur. Alors ça fait que finalement tout le monde se rue sur les femmes blanches, les femmes claires. Qu'est-ce que ça fait? Dans la logique de la loi de la confrontation entre l'offre et la demande dans le marché, les femmes se battent pour qu'elles puissent tenir dans le marché, parce que sinon elles n'auront pas de mari, elles ne feront pas d'enfants. Et là, voilà ce qui a amené les femmes noires à se dépigmenter. Les gens ils ont fait beaucoup de choses, expliqué des détails. Non, les femmes ne sont pas honnêtes, les femmes ne sont pas matures. Ils n'y voient pas pourquoi la femme fait ça. La femme ne pouvait pas aller se dépigmenter si elle savait que l'homme n'aime pas une femme claire. Au contraire, si l'homme avait montré qu'il aimait une femme plus noire, les femmes allaient se trouver même un autre produit à utiliser pour qu'elle devienne plus noire que les femmes noires, pour qu'elle soit prise. Parce que la femme, maintenant, elle fonctionne au gré du marché. Et c'est ce qui a obligé. Donc la dépigmentation c'est pas la femme qui a décidé. C'est parce que c'est la loi du marché que l'homme a imposée. Il faut analyser. Donc, attaquer les femmes dans les marchés, non, parce qu'elles se dépigmentent. Non, parce que cette femme-là, si elle ne fait pas ça, elle ne va pas avoir d'homme. Voilà la situation. Et donc, la femme dans le marché, puisqu'il faut qu'elle ait un mari, il faut qu'elle ait un homme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de se dépigmenter et la peau décapée, la femme, elle est obligée de la céder. C'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Notre femme, la femme africaine, qui était autrefois la gardienne des valeurs, on l'oblige à devenir une femme blanche. On l'oblige à devenir une femme claire. Si elle n'est pas claire, on ne la prend pas. Et l'homme veut voir la femme avec les cheveux comme cheveux de la femme de son patron qui est cheveux blancs. Donc la femme aussi, qu'est-ce qu'il fait? Elle est obligée de prendre les messes. C'est dans quoi on est comme ça. Donc l'homme veut voir une femme avec messes et comme ça qui ressemble à une femme blanche. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, pendant ce temps, la femme noire devient celle qui était la gardienne, celle qui était sacrée, celle qui était la femme top, celle qui était après Dieu, c'était la femme dans l'empire pharaonique. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est la femme qui ne sert à rien, c'est une femme de bonne à rien. Mais on n'a même pas, compte même pas, elle n'est même pas, elle n'est que l'ombre d'elle-même. La femme noire n'est rien pour l'homme noir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et finalement, alors, l'homme, ce n'est pas son problème. L'homme est devenu, il s'en fiche. L'homme, lui, il peut prendre 12 femmes, mais la femme, elle ne peut pas prendre 12 maris. Non, c'est impossible. Donc, il a imposé des normes de beauté pour son critère de choix à la femme. Et la femme est incapable, elle ne peut pas se soustraire. Elle est dans cette dynamique. C'est ce qui fatigue la femme africaine aujourd'hui. Plutôt que de s'occuper de la sauvegarde de nos valeurs, plutôt que de s'occuper de la sauvegarde de nos biens, non, la femme n'est plus dans ça. La femme est obligée d'être belle, mais belle comme une blanche. Belle, cheveux comme une blanche. Ce qui fait que la femme importe tout pour être belle comme une blanche. Donc l'argent de l'Afrique
L'argent que les femmes gagnent en Afrique va en Occident. L'homme aussi. L'homme, pour lui, il prend son argent, il met dans son sac et il transage tout ça en Occident. Parce que c'est chez son maître, c'est là où il garantit son argent. Quand il vole ici, il prend, il dépose là-bas. Les présidents africains ont tout leur argent là-bas. Ils vont faire tout là-bas, ils vont se coucher là-bas. Ils vont, c'est-à-dire que quand ils parlent de New York, ils sont contents, ils sont à l'aise. Voilà ce que nous avons. Ces petits êtres qui sont là. Et ce sont des gens, ce sont ceux qui dirigent. Ce sont ceux qui sont les ministres. C'est comme ça. Du plus pauvre au plus riche. Les pauvres ne peuvent pas sortir parce que s'ils avaient l'argent, ils seraient sortis aussi, les hommes. Donc, voilà, la femme est soumise à cette pression et elle est obligée de faire ça. Elle se décape, elle tombe de plus en plus malade. On a des femmes dont on ne peut plus reconnaître après quelques années d'utilisation de leurs produits. Et donc, alors, et nous sommes dans l'importation avilissante. Tout ce qu'on fait, l'importation. L'évacuation sanitaire. L'homme noir ne peut rien faire. Tout se passe de l'autre côté. Les présidents qui ont fait 25 ans, non, 40 ans, il faut qu'on fasse des évacuations. L'évacuation du jour au lendemain. Ça veut dire que tous les jours, il y a l'évacuation. L'évacuation est sanitaire. Donc, les gens quittent l'Afrique pour aller se traiter en Occident. Ça veut dire que l'argent de l'Afrique reste en Occident. Et on est dans ça. Transfert de fonds. Tout ce qui est... Tout, c'est le quotidien de l'humain aujourd'hui, de l'Africain. L'homme noir. L'homme noir a imposé ça à l'Afrique. Et vous voyez, il y a des vaccinations qui se font actuellement, de stérilisation des femmes, des tests de cobayes. Tout ce qui est privilège qu'on donne aux compagnies pharmaceutiques c'est du sport quotidien sur le continent. Et ce sont les présidents africains, ce sont les dirigeants africains. Ils le font dans l'intérêt des autres. Parce que l'argent, ça va dans leur poche. Parce que l'homme n'est pas stratège. L'homme est un être qui est axé sur lui. Donc il n'est pas stratège. La femme est stratège. La femme regarde le futur. Parce que la femme regarde tout le monde. C'est l'intérêt collectif qui prime dans le cerveau de la femme. Et l'intérêt individuel dans le cerveau de l'homme. C'est tout le contraire. Et c'est ce qui fait qu'on est devenu un petit peuple ces dernières presque ces 150 dernières années. Parce que c'est l'homme qui a pris le pouvoir, c'est l'homme qui a la tête. On a eu l'indépendance, après l'indépendance, voilà ce qui arrive. Les écoles sont des écoles de chômage, des pauvres. Ces gens-là ne pensent même pas à ça. Ils ont leur argent, ils vont aller, ils vont mettre tout. Ils mettent les milliards. Des présidents comme Mobutu ont laissé des milliards dans les banques étrangères. Les présidents nigériens ont laissé des milliards dans les comptes étrangers. Et c'est comme ça qu'on est aujourd'hui, cet être noir. Et comment on peut mériter du respect de la part de ces blancs qui nous connaissent, qui voient ce que nous faisons? Il n'y a pas de respect. Donc, l'Afrique est de plus en plus emplie de terrorisme, orchestré par la France, orchestré par d'autres pays, mais surtout par la France. Un petit pays qui vient, qui a fait entrer un terrorisme et demande à ce que lui nous protège. Nous sommes 1,3 milliard d'habitants. Nous sommes incapables de nous protéger. On attend que la France, petite France, nous protège. C'est le plus petit peuple dont l'humanité a accouché ces 150 dernières années. C'est dans quoi on est comme ça. Et voilà ces présidents. Ces présidents sont là, ils sont assis. Ils font rien. 80 ans, d'autres ont 82 ans, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de parler, ils ont peur de répondre, ils ont peur de réagir. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ce sont des poltrons de toute l'histoire de l'espèce humaine. Donc ils sont là et ils s'enrichissent. Ce n'est pas des visionnaires. Parce que l'homme n'est pas un visionnaire. L'homme, il regarde que son intérêt. Parce que quand vous avez deux personnes, ou les deux personnes dont le premier regarde juste son intérêt, et l'autre regarde l'intérêt collectif, l'intérêt de tout le monde, ils ne sont pas les mêmes. C'est celui, le stratège, c'est celui qui regarde tout le monde. Celui qui n'est pas stratège, c'est lui qui regarde juste son seul intérêt. L'homme est un impulsif naturel. C'est ce que les gens ne savaient pas. On disait que c'est la femme qui est impulsive. Non! Il y a l'impulsivité stratégique et il y a l'impulsivité tactique. Il y a l'impulsivité opérationnelle. C'est-à-dire qui est du spontané, qui est physique. L'homme est dans ça. Parce que si une femme elle peut être impulsive, mais son impulsivité, elle est stratège parce qu'elle fait des choses pour tout le monde entier. Mais l'homme, il se dit, il n'est pas impulsif, mais il fait ce qu'il fait contre l'humanité. C'est le plus petit être qui existe. Et c'est ce qui fait la difficulté à construire, à bâtir avec l'homme. La prospérité ne peut pas venir en Afrique parce que voilà, tous ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc, vous voyez, l'homme est derrière ses maîtres, puis
puisqu'il y a le terrorisme en France maintenant, et la France orchestre le terrorisme, donc les gens sont, malgré que le terrorisme soit orchestré par la France, les présidents africains sont derrière la France. Et les présidents africains qui sont en collaboration avec la France, tous s'orchestrent sur le continent, parce que ça leur donne à manger, ça leur donne de l'image, parce qu'ils sont avec leur chef, parce qu'ils collaborent, ils discutent avec leur chef. Voilà des petits êtres. C'est ce dans quoi nous sommes. Alors, c'est à vous en Afrique, la jeunesse. C'est à vous, à tout le monde, de voir est-ce qu'on peut penser, on peut rester dans une dynamique comme ça. Alors, mais il faut se poser la question, quelle est la maladie de l'être de l'homme? Quelle est la maladie de l'homme noir pour qu'il fasse ce qu'il fait? C'est cette maladie que je vais vous dévoiler. Parce que quand vous avez un peuple qui administre un produit contre lui-même pour se tuer, parce que son maître le lui demande, c'est qu'il a une maladie c'est une maladie rare. C'est une maladie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a arraché. Nous étions le plus grand peuple. Nous étions un peuple pharaonique. Les gens, même les Blancs, se demandent comment on a construit les pyramides. Les Blancs se demandent comment les temples étaient construits. Donc, ils se posent des questions sur ça. Ils se posent la question comment nous avons découvert les théories, tout ce qui est en lien avec la géométrie, tout ce qui est avec les théories qui disent appartenir à Pythagore alors que c'est un vol. Toutes les grandes théories, Archimède, tous sont volés en Afrique, tout ça. L'agriculture, les grandes théories de l'agriculture, les grandes théories de l'irrigation, les grandes théories du drainage, les grandes théories de l'hydroéconomie, les grandes théories de l'hydrogéologie ont été inventées en Afrique. Les grandes théories concernant l'agriculture urbaine, l'agriculture générale, l'agriculture rurale ont été inventées en Afrique. Les grandes théories concernant l'infrastructure, l'architecture, c'est ce qui a fait les pyramides. Tout ça, c'était inventé en Afrique. Tout ce qui est en lien avec l'écriture, ça a été inventé en Afrique. Alors, comment on a un peuple comme ça qui fait ça? Et ses descendants deviennent des petits êtres. C'est parce qu'on a arraché à ses descendants quelque chose. Et c'est la chose dont je vais vous parler tout de suite. C'est la chose dont je vais vous parler tout de suite. Et les prochaines fois, on va voir comment on peut bâtir cette chose en Afrique, en chaque être humain, en chaque nation, pour que l'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. L'Afrique se relève, pour qu'elle se positionne en tant que nation. Et c'est ce que nous allons faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arraché la chose la plus importante de la vie d'un être. Et c'est ça qu'on a arraché à l'homme noir. L'homme noir de maintenant. Cette maladie. Il vit comme ça, il n'a pas cette substance. Il n'a pas cet ingrédient. Il n'a pas cette variable. Enfin, cette chose-là, c'est le moteur qui fait fonctionner, qui met en marche, qui fait tout. C'est le moteur là qui fait que le peuple, même l'individu, si l'individu n'a pas ça, il n'est rien. Le peuple fonctionne à travers ça. C'est cet élément qui fait fonctionner le peuple. En fait, c'est ce qu'on appelle la machine c'est la machine qui fabrique le devenir. Le devenir d'un individu, d'un peuple est fabriqué par cet objet, cette chose, cette substance. C'est déterminant. Alors, pour que le peuple devienne un grand peuple, il faut qu'il y ait une chose, il faut que ce peuple ait quelque chose de particulier. Cette chose s'appelle la volonté de grandeur. La volonté de grandeur est le seul instrument qui, lorsqu'il est présent en un individu, en un peuple, ce peuple devient grand peuple. Cet individu devient grand individu. Si cette dimension n'existe pas, si la volonté de grandeur est égale à 0, le peuple est égal à 0. Si le peuple ne pense pas qu'il veut devenir grand, il ne devient jamais grand. On ne devient pas grand si on ne pense pas devenir grand. Parce qu'on devient ce que l'on pense. C'est une loi. On devient ce que l'on pense. Vous devenez ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas penser devenir un bandit et devenir un homme riche. Non. Si vous devenez riche par le banditisme. Donc, on devient ce que l'on pense. Les gens deviennent ce qu'ils pensent. On peut devenir ce que l'on pense
sans le vouloir, mais parce que on pensait obtenir quelque chose d'autre, mais on était trop concentré sur ça. Parce que si vous êtes concentré sur un fait, vous le créez. C'est ce qu'on appelle la théorie de la concentration. Dans la théorie de la concentration, quand vous concentrez sur un phénomène, vous le créez. On se concentre sur un phénomène. Dès que vous commencez à penser trop à un phénomène, vous êtes concentré sur le phénomène, vous le créez. On crée le phénomène lorsqu'on se concentre sur le phénomène. Ça, c'est la théorie de la concentration. Et qu'est-ce qui le fait? C'est la pensée qui fait. C'est la pensée qui fabrique le devenir. Mais cette pensée doit être incarnée dans ce qu'on appelle la volonté. La volonté de grandeur d'un peuple est la dimension qui constitue le moteur qui fabrique le devenir de ce peuple. Si la volonté de grandeur n'existe pas, vous pouvez faire tout. Alors, vous avez vu l'enquête que j'ai faite. L'enquête, c'était pour savoir notre idée de la volonté de grandeur. Quelle volonté de grandeur avions-nous? J'ai compris que notre volonté de grandeur est égale à zéro. C'est-à-dire qu'on ne veut pas devenir grand. On veut devenir un petit peuple. Et quand on veut devenir un petit peuple, on le devient. C'est pourquoi on est petit comme ça. On n'est pas petit parce que les gens sont contre nous. On n'est pas petit parce que les gens ne nous aiment pas. On n'est pas petit parce que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime. Mais c'est parce qu'on a choisi ce que nous avons choisi. C'est pourquoi Dieu a fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous avons choisi des religions qui ne sont même pas les nôtres. Dieu a dit, d'accord, si c'est ce que vous avez choisi, je vous les donne. Et vous allez rester un petit peuple. C'est ce dans quoi nous sommes. Parce que vous choisissez, et Dieu va vous dire, oui, c'est bien. Dieu, lui, il ne refuse pas. Dieu, il accepte ce que tu lui proposes, tu lui demandes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons choisi ce qui n'est pas bien pour nous, et nous avons choisi la misère. Nous avons choisi la petitesse. Nous avons choisi un très très petit peuple. C'est pourquoi on est comme ça. Donc, la volonté de grandeur, c'est la machine qui fabrique le devenir d'un peuple. Si cette machine est égale à zéro, c'est fini. Vous n'êtes rien. Donc, le devenir est une fonction. Le devenir d'un peuple est une fonction. Il est fonction de la volonté de grandeur. Si la volonté de grandeur est égale à zéro, le peuple est zéro. Ne cherchez rien. Donc, pour devenir grand, il faut penser grand. Quand un peuple pense petit, il devient petit. Quand un peuple pense moyen, il devient moyen. Quand un peuple pense grand, il devient grand. On devient grand par la pensée de grandeur. On devient petit par la pensée de petitesse. L'Afrique est ce qu'elle est. L'Afrique est ce qu'elle pense. Nous sommes un petit peuple parce que nous pensons petit. Alors, qu'est-ce qui fait un grand peuple? Ce n'est pas le nombre. Pour devenir un grand peuple, il faut une volonté de grandeur. Mais on n'est pas grand peuple parce qu'on est 1,3 milliard. Non. La grandeur d'un peuple se mesure par une dimension importante. La dimension qui mesure la grandeur d'un peuple s'appelle le défi. Le défi du temps du peuple. C'est-à-dire le défi. Chaque peuple a le défi de son temps. Chaque peuple a le défi de son temps. Il faut que le peuple se mesure à son défi. Pour le faire, il faut que le peuple s'attaque au défi de son temps. Pour se mesurer. La grandeur qui mesure, comme le mètre pour mesurer la longueur d'une personne, la grandeur qui mesure la grandeur d'un peuple, cette dimension-là, l'unité de mesure s'appelle le défi. Et le défi, c'est quoi? Le défi, si le défi est un petit défi, et c'est ce que le peuple a pu assumer, ça veut dire que le peuple, c'est un petit peuple. Si le défi est un grand défi, et que le peuple s'est confronté à ce défi, et donc, parce que quand le peuple se confronte à un défi, il y a quelque chose qui sort. Cette chose-là s'appelle le génie. Quand le peuple se confronte à un défi, il y a un génie qui sort. Si c'est un défi, un petit défi, le génie qui sort est un petit défi qui n'a pas de valeur. Mais si c'est un grand défi, le génie qui va sortir, ça sera un grand défi. Si c'est un défi international, ça serait un génie international. Tout le monde va parler de ce peuple. Tout le monde va quitter, les gens vont quitter à l'extérieur pour venir voir où est ce peuple, parce qu'ils veulent le regarder. Parce que c'est un grand génie, un génie international. Donc, peuple plus défi égale génie. Quand on met le peuple se confronte à son défi, le défi de son temps. Quand un peuple se confronte au défi de son temps, s'il vous plaît, alors ça donne quelque chose. Cette chose-là s'appelle le génie. Cette chose s'appelle le génie. Quand un peuple se confronte au défi de son temps, il produit ce qu'on appelle le génie.
Et comme ça, les gens ont quitté pour... Alors on va voir le génie africain. On va aller voir le génie temps. C'est le génie, on le voit. Le génie, il est issu de la confrontation entre le peuple et son défi. Alors, les Africains fuient leur défi du temps. Les Africains fuient, c'est une honte. Les Africains fuient leur défi, le défi de notre temps. Nous fuyons notre défi. Parce que pour devenir un grand peuple, il faut se confronter au plus grand défi de votre temps. Nous devons nous confronter à notre plus grand défi de notre temps. Et c'est ce qui peut faire de nous le plus grand peuple. Les gens, la génération pharaonique a fait ça. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est confrontée au défi le plus important de leur temps, de son temps. Et c'est ce qui a fait que cette génération, elle est entrée dans l'histoire comme un grand peuple. C'est pourquoi on l'a baptisé génération pharaonique. Alors maintenant, la question c'est, quel est le défi du temps de notre peuple? Quel est le défi africain? Quel est le défi que nous avons comme défi africain? Quel est notre défi? Le vrai défi que nous avons, il est colossal. Nous sommes un peuple martyrisé qui a été esclavagisé pendant plus de 1400 années. Vous savez, 5 à 6 siècles. Matés comme des chiens. On nous a matés, on nous a arraché notre religion et notre spiritualité. On nous a matés, on nous a enlevé toutes nos valeurs. On nous a matés, on nous a arraché tous nos objets, tous les objets matériels et immatériels. On nous a matés, on nous a enlevé tout. On nous a enlevé nos enfants, on nous a matés, on nous a tués, on a tué nos grands leaders, nos personnalités qui étaient nos influents. On les a matés, on les a tirés, on les a tués comme des chiens. On nous a humiliés. On nous a distribués comme des fruits, comme du pain chaud dans des endroits, comme des insectes qu'on est allé jeter ici et là, comme partout. On est dans tous les coins du monde, on a été distribués comme ça, jetés ici et là, pas distribués, jetés, comme des animaux. C'est un peuple qui a été maté de toute son histoire, depuis après la période de moins 30. Nous avons été matés jusque-là. Il y a des petits pays esclavagistes qui sont encore sur l'Afrique, qui matent l'Afrique. C'est un petit pays de moins de 70 millions d'habitants. On pourrait même dire moins de 50 millions d'habitants. Mais qui est sur l'Afrique, une Afrique de 1,3 million d'habitants. 1,3 million d'habitants. 1,3 million d'habitants. Nous sommes 1,3 million d'habitants, mais c'est un petit pays qui est en train de mater l'Afrique. Le défi est colossal. C'est-à-dire qu'on est un petit peuple. On n'existe même pas. Nous sommes un peuple sans eau à boire. Nous sommes un peuple sans route. Nous sommes un peuple sans électricité. Nous sommes un peuple qui n'a pas d'installation électrique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous sommes un peuple très, très ordinaire. Nous sommes un peuple qui se pose même des questions sur est-ce que c'est normal que nous soyons libres? C'est un peuple qui se pose encore des questions sur est-ce que c'est normal que nous soyons libres? C'est un très très petit peuple. Voilà le défi du peuple. Un peuple qui ne sait pas où il s'en va. Un peuple qui n'a pas de projet. Un peuple qui n'a pas d'horizon. Un peuple qui ne sert à rien, qui n'a aucune utilité. Un petit peuple. C'est la situation. Un peuple qui n'a pas un système éducatif qui produit des génies. Qui produit plutôt des pauvres, des gens misérables, des pillards, des ravisseurs, des maraudeurs. C'est ça qu'on a. L'administration publique est une administration chaotique. Nous sommes un peuple pauvre. Nous tendons la main, nous vivons des produits qu'on commande. C'est ça le peuple, le défi que nous avons. Voilà un ensemble de défis. C'est ce peuple que nous sommes. Nous sommes un peuple noir qui n'a aucune utilité, qui n'est que l'ombre de lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on tue les noirs partout, on s'en fiche. Quand on est noir, on est la seule. C'est dit que vous êtes juste un instrument, on peut vous éliminer comme un chien. C'est ça, ce peuple que nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est le grand défi. Maintenant, si le peuple s'élève, il se confronte à ça. Parce que c'est le plus grand défi de ce peuple. C'est le défi de notre temps. Ces défis-là, si on se confronte à ça, il y a quelque chose qui va sortir. Cette chose, c'est le génie noir, le génie africain. C'est ce génie qui va faire que tout le monde va avoir peur. Et le monde va chercher à voir où est ce peuple. C'est ça qui fait la grandeur d'un peuple.
Alors, est-ce que c'est maintenant qu'on va le faire ou on attend que Dieu vienne faire la chose? Que Mahomet vienne faire la chose? Ou bien que Jésus-Christ vienne faire les choses? Parce que nous sommes, on est derrière ça. Parce que nous, c'est nous seulement qui connaissons Dieu. Dieu, nous, les autres ne connaissent pas Dieu. Parce que nous faisons comme si Dieu est passé par nous, alors que, comme si Dieu est passé par nous, Dieu est notre oncle, alors que Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. On a laissé le cerveau. Dans l'exemple que j'ai donné, vous allez voir dans la vidéo de Kakapo, le Kakapo est un petit animal, vous allez voir la façon dont nous avons une certaine ressemblance avec cet animal. Alors, est-ce que nous voulons attendre? On se lève maintenant, on se confronte à notre défi par rapport à la sécurité, par rapport à la santé, par rapport à notre prospérité, par rapport à notre autonomie d'abord, notre prospérité, à garantir un système qui fasse en sorte que personne d'autre ne peut en Afrique venir nous demander, qu'on n'ait rien à demander au Fonds monétaire international, maintenant, à partir de maintenant, sans avoir à demander l'argent, rien. Si c'est ça, c'est dans quoi nous sommes, voilà. Si c'est ce que nous faisons pour pouvoir en sortir, est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire ou on est là pour attendre, pour être pauvres, en train de quémander? Si c'est ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Donc on est ce petit peuple qui est là, qui attend petit peuple. Alors le défi, ça veut dire que ça nous prend un projet. Nous n'avons pas de projet. Nous devons, on est là, on fuit notre défi. On fuit au lieu de nous confronter à cette réalité. D'inventer un univers qui époustouflant, on ne le fait pas. Nous devons avoir une volonté pharaonique. Nous devons avoir une volonté de grandeur pharaonique. Et nous, on propose un projet qui s'appelle l'Afrique apothéose. C'est le plus grand projet qui va emballer tout le peuple noir. C'est le plus grand projet. Parce que c'est un projet qui va bâtir une Afrique libre. C'est ça, un grand peuple. C'est cette volonté pharaonique que nous devons avoir en tant que grand peuple. Pas un peuple qui fuit ses responsabilités, pas des vieux qui sont cachés parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'il y a un petit pays qui les menace, comme si ils sont là pour rester 600 ans, des petites personnes, c'est là un très très petit peuple. Et on doit sortir de ça. Et la jeunesse doit comprendre ce message. La jeunesse doit se lever pour comprendre ce message. C'est ce qui est très important. Alors, c'était le plus important des messages. Nous devons changer, c'est notre volonté de grandeur. Il faut changer. Notre volonté de grandeur, c'est ce qui va faire notre grandeur. Si on reste petit, on va rester petit. Si on pense petit, on va rester petit. Donc l'homme noir est un poltron, il ne veut rien faire. C'est un pauvre naturel parce qu'il ne veut rien faire. On a peur, on a des références importantes, on ne devait pas devenir pauvre. Les références que nous avons, nous ne devrions pas devenir pauvres. Nous sommes issus d'un grand peuple. C'est un grand peuple légendaire qui a marqué l'histoire. Alors pourquoi on peut se retrouver dans une situation comme ça? Parce qu'il y a un homme qui n'a pas compris. Parce que ce sont les hommes qui dirigent. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous allez comprendre que si on reste dans cette logique où on pense petit, on ne veut même pas réfléchir grand, on a peur de réfléchir grand, mais rien ne va se passer. Et on va devenir un très très petit peuple. Et on sera maté. Comme je l'ai dit, d'ici 30 ans, il faut oublier. Si on ne fait rien, en 30 ans, on n'aura même pas l'Afrique. Nous avons sorti tous, on n'existera même pas. En tout cas, merci beaucoup, merci pour cette vidéo. Et je pense qu'on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Mais il nous faut une volonté de grandeur implacable. Ça nous prend une volonté de grandeur implacable qui n'a d'égal nulle part. C'est ce qui va faire la grandeur. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir être comme quelqu'un. Non, nous devons être plus que tout le monde. Pas quelqu'un qui doit nous égaler. Il faut oublier ça. Et nous devons être le plus grand peuple de l'histoire. Et nous devons le marquer. Il y a tous les standards, il n'y a rien qui est bloqué. On peut aller où nous voulons. Il faut que nous pensions que la création, c'est dans le cerveau. La création, on le fait dans le cerveau. On la fait, dans le cerveau. Nous devons avoir une volonté pharaonique pour pouvoir bâtir une Afrique pharaonique. Et c'est ce qu'il faut faire. Merci. Et comment s'en sortir? Afrique autonomie. Afrique autonomie.
Afrique autonomie. Un problème sans solution est un problème mal posé. Afrique autonomie. C'est une aberration de faire toujours la même chose sans trouver des résultats différents. Afrique autonomie. Afrique autonomie. On n'ira jamais une nation prospère en la développant. Il faut d'abord l'autonomiser. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique de l'Afrique autonomisée. Libérons l'Afrique de l'Afrique du développement. Libérons l'Afrique de l'Afrique. Les hommes politiques africains, à l'armée africaine, à la société civile africaine, aux syndicats, à la diaspora africaine, à la femme africaine, diaspora